du journal Le Rendez-vous. Bonjour Abi. Bonjour confrère, bonjour passagers du Taxi FM, à toutes les familles qui les attendent à la maison. Oui, oui, vous allez bien quand même? Oui, on regarde Dieu, on regarde Dieu, souhaiter un bon Juma à tous les musulmans. Parfait, c'est passé comme message et on en profite naturellement pour envoyer un gros coucou à tous les passagers du taxi, Taxi Presse. Bonjour Ferdinand Haïté. Bonjour Eric, bonjour à tous les auditeurs, bonjour aux amis des Taxi Presse, à tous les amis qui sont dans les forums. Parfait. Oui, le forum que vous avez déserté. Le temps de boucler quelques les travaux. Oui, si, vous allez revenir très bientôt. Il faut quand même les rassurer. Alors, on attend l'arrivée de notre confrère Loïc Lawson pour faire le plein, puisqu'il a encore une place VIP dans le taxi. Mais avant, nous allons évoquer un sujet. Vous savez, demain, c'est la journée mondiale des handicapés. Et ce sujet est très important. Ce matin, nous avons avec nous un monsieur, il va se présenter pour que vous puissiez le connaître. Bonjour. Bonjour monsieur Eric. Comment allez-vous? Ça va très bien. Vous vous présentez à l'opinion? Oui, c'est Dieudonné Amigué, artiste peintre plasticien, président fondateur du CAF, Centre d'aide aux personnes handicapées. Alors, vous êtes un handicapé, vous êtes un artiste peintre, vous l'avez dit. Vous avez une passion pour la peinture, c'est ça? Très très bien. Une passion vraiment qui m'a poussé à faire beaucoup de bateaux, à connaître le monde avec ça. Alors, comment ça se fait avec vous? Vous êtes un handicapé, ça veut dire que vous n'êtes pas différent des autres citoyens? Non, non, non. Moi, c'est le moment, il y a des moments qui arrivent où je n'arrive pas à faire certaines choses, ou bien j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider. C'est en ce moment, je pense, ou bien je me rends compte que je suis handicapé. Sinon, tout ce que tout le monde peut faire, bon, je ne vois pas pourquoi ne pas le faire. Alors, en discutant avec vous, en préparant cette émission, vous me disiez que vous avez fait un tableau en 2005 pour Jacques Chirac, un tableau qui a disparu entre le consul de France au Togo et l'ambassade. Après, on vous a remis votre tableau? Oui, le tableau a été disparu entre l'ambassade de France et l'Institut français. Ah, d'accord, très bien. Oui. C'est un tableau où, après plusieurs bagarres, comme disons 8 mois ou bien 6 mois de bagarres, qu'ils ont pu sortir ça de l'ambassade de France. Mais le tableau est toujours là. Je crois que le tableau doit avoir 12 ans maintenant, parce que c'est en 2005. Donc maintenant, ça doit avoir 14 ans. Oui. Ouais. Donc c'est là toujours, bon, je cherche comment l'envoyer à la Fondation Jacques Chirac. Alors, ce matin, vous êtes avec nous parce que vous avez un projet. Comment aider les jeunes handicapés ou les handicapés à se déplacer? Oui, oui, c'est ça mon souci, parce que en tant qu'une personne handicapée, et étant parcouru plusieurs pays en Afrique et travailler dans ces pays, bon, je vois que le problème des personnes handicapées, en général en Afrique, c'est la même chose. Ça veut dire qu'il y a tellement de problèmes, comme si on a oublié les personnes handicapées. Il n'y a rien qui a été fait pour les personnes handicapées. Et dans mes parcours artistiques, j'avais besoin de soutien, où j'ai beaucoup vu des associations des personnes handicapées qui n'ont pas pu me venir en aide. Donc je me dis, à quoi ça sert de ne pas créer un centre en tant qu'une personne handicapée et prouver à l'Afrique comment j'aimerais qu'on me traite et comment j'aimerais qu'on traite les autres personnes handicapées aussi. Donc c'est ça le but de CAF. CAF est là pour venir en aide concrètement aux personnes handicapées. Et en quoi faisant véritablement? Oui, par exemple, déjà nous avons une activité sur le terrain, un projet que nous avons lancé, un projet où nous sommes en partenariat avec Move, lancer le fonds, le levée de fonds pour payer des voitures, parce que quand on parle d'une personne handicapée, la première des choses, c'est comment il doit se déplacer. Et j'ai pensé aux élèves premièrement, parce que c'est l'éducation qui est la base de tout le monde. Mais comment lui peut arriver à l'école en tant qu'une personne handicapée, si l'école est loin, ou bien si son centre de formation est loin, les parents n'ont pas de moyens. Donc il ne peut pas aussi monter sur moto. Ce n'est pas tout le monde qui a la force de monter sur moto. Donc il faut
avoir des voitures qui doivent circuler dans toutes les maisons où ils se trouvent et les amener à leurs écoles et à leur lieu de formation. Le soir, les ramener encore chez eux. Et ça doit être continuel jusqu'à ce qu'ils finissent l'année scolaire ou bien leur cursus voilà, de formation. Et ça, vous avez besoin d'aide? Ça a besoin d'aide. Et comme les institutions seules ne suffisent pas pour pouvoir résoudre ce problème, nous voulons sensibiliser la population, prier à la population que les handicapés, c'est nos frères, c'est nos soeurs, c'est nos enfants. Chacun avec, même si c'est 10 francs, 25 francs, 100 francs, ça peut résoudre ce problème. Donc, pourquoi pas mobiliser la population togolaise pour qu'ils puissent contribuer, pour que nous puissions trouver les moyens, les fonds nécessaires et payer ces voitures qui doivent enfin trouver son jour au Togo. Alors, où est-ce qu'on peut vous trouver si on veut contribuer? C'est vrai que vous avez un numéro à travers lequel on peut vous envoyer de l'argent par flux. Vous avez dit que vous êtes en partenariat avec Move Togo. Au-delà de ce numéro qu'on va donner tout à l'heure, où est-ce qu'on peut vous trouver? Vous vous situez où? Votre centre est à quel niveau? Si on veut vous joindre, si on veut venir chez vous, voir qu'en réalité, si on vous donne de l'argent, c'est pas que vous allez aller vous faire cet argent, que vous allez faire véritablement ce pourquoi l'argent vous a été donné. Où est-ce qu'on peut vous trouver? Le centre se trouve à Nyekonakwe, en face du cimetière. De Nyekonakwe. De Nyekonakwe, oui, c'est le cimetière de Nyekonakwe. Tout juste au carrefour, en descendant vers Suge Boka, oui. Première porte à gauche. C'est le centre. Ils vont voir que c'est écrit sur le mur CAF sans d'aide aux personnes handicapées. Bien. Alors, pour envoyer des contributions pour vous soutenir dans ce projet, vous avez un numéro? Oui. Vous tapez le numéro qu'il faut utiliser, oui. C'est 96 36 97 90. Puisque nous savons comment est-ce qu'on fait le flux. Hein. Ceux oui. qui utilisent le flux savent qu'il faut taper 125, machin, le numéro, le montant, pro-sécurité. Oui. Alors, pour envoyer votre contribution pour aider ce centre à soutenir les enfants handicapés, les élèves prioritairement, acheter des voitures pour les déplacer, aller à l'école et revenir, vous voulez contribuer, vous envoyez un petit peu de sous, hein, même si vous avez 10 francs, 5 francs, 25 francs à nos amis de CAF sur le 96 36 97 90. On va rappeler le numéro, le 96 36 97 90. Un dernier message? Oui. Mon dernier message, c'est que j'ai peint un tableau qui parle de 10 ans de participation du Togo à la Coupe du monde Allemagne 2006 que j'ai offert à notre président, Excellence Faure Gnassingbé. Et ce tableau a été remis à notre ministre de la Culture, qui l'a remis le premier, je crois que c'est le tableau a été remis à monsieur, à l'Excellence Faure en janvier je pense, et monsieur Faure, l'Excellence Faure a envoyé madame la ministre Action sociale pour me confirmer qu'il a reçu le tableau, et il a demandé aussi mes futurs projets, ou même ce centre que je viens de créer, je lui ai remis tous ces documents. Mais aujourd'hui, vous n'avez aucune information? Aucune information jusqu'à présent, et je prie, si l'Excellence Faure est à l'écoute, que j'attends toujours une audience pour pouvoir lui parler vraiment comment j'ai envie de venir en aide aux personnes handicapées. Parfait, très bien. Merci beaucoup d'être venu ce matin nous voir. Nous vous souhaitons beaucoup de courage et bonne chance dans votre projet. Merci. Merci beaucoup. Merci. Retour en studio avec mes confrères. Maintenant, nous allons revenir sur les sujets qui ont fait la une des journaux tout au long de cette semaine. On va commencer par le changement intervenu à la tête de la préfecture du Golfe avec le départ ou le débarquement de Kofi Melebou et l'arrivée à la tête de la préfecture du colonel Odabalo. Plusieurs commentaires dans la presse depuis que l'information. Au niveau de l'alternative, on évoque aussi le sujet en posant des problèmes. Finalement, rien n'a changé dans la démarche
quand on lit l'article, c'est ce qu'on comprend. Fort remplace le sulfureux Melebou par le controversé colonel Awaté. C'est ça, Ferdinand? Oui, Eric, tout à fait. On prend les mêmes et on recommence. C'est ce qu'on peut dire. On a tous suivi ce qui s'est passé pendant des années à la préfecture du Golfe entre le préfet Melebou, qui est champion des CAF, et son président de délégation spéciale, Kossia Gbenika Aboka, qui se jouait Tom and Jerry. Tantôt c'est une bagarre, tantôt c'est l'interruption d'un mariage en cours, tantôt c'est le déplacement d'un cimetière. On fait venir les forces de l'ordre dans l'enceinte de la préfecture, on scelle les bureaux, on enferme des gens. Et donc c'est un spectacle qui portait même atteinte à l'honneur même de la République, et on se posait la question quand est-ce qui est dans ce pays pour mettre fin à ce désordre. Vous savez très bien que ces deux personnalités de la préfecture du Golfe avaient chacun son camp, et chacun avait ses soutiens. Il y avait aussi des relents un peu tribalistes derrière cette affaire. Ah oui? Aboka, tenant le cordon de la bourse, nourrissait pas mal de gens. Le préfet aussi avait ses soutiens. Et il y avait les journalistes aussi qui avaient leur camp, et chacun tirait le drap de son côté. Finalement, la semaine dernière, il y a eu un nouveau développement dans l'affaire, notamment le déplacement de l'état civil de la préfecture du Golfe, qui a créé encore une tension entre le préfet et le président de la délégation spéciale. Et au bout du compte, finalement, c'est Melebou qui a sauté, et on annonce l'arrivée du colonel Awaté, qui n'est pas non moins, qui est un autre sulfureux, je dirais même controversé, parce que il y a de cela un an, ce monsieur, on a vu comment il a géré la crise à Mango, avec des militaires qui ont tiré sur la foule, des chars qui ont écrasé des gens, et a priori, une enquête administrative et judiciaire devait situer les responsabilités. Et la population s'est mobilisée pour réclamer la tête du préfet. On l'a enlevé, maintenant on le met à Lomé. Oui, on l'a enlevé, mais il fallait situer les responsabilités, parce qu'il y a eu mort d'hommes, il y a eu une dizaine de morts, et l'enterrement même de ces morts a duré pendant un an. Et les gens ont demandé que justice soit faite. Parce que quand vous êtes un représentant du pouvoir central et que vous prenez des décisions, genre, vous faites venir des militaires qui tirent à balles réelles sur les populations, à un moment donné, il faut que la justice se saisisse de ce dossier, constitue les responsabilités. Et voilà ce monsieur qui régnait en maître dans la région du Nord. Il n'était pas que préfet de Loti, comme il est militaire, il est colonel, et il régnait sur toute la région des Savanes. Tous les autres préfets lui faisaient allégeance, et il était à la tête d'un certain réseau. C'est un super mais c'est un petit Mussolini qui était à Mango, il était propriétaire terrien, et il avait privatisé un barrage où il était le seul à faire la pêche dans ce barrage. Ah bon? Ah mais si, mais demandez aux gens de Mango, ils feront le témoignage. Et il avait lancé un projet avec des jeunes pour faire du maraîchage. Les jeunes ont commencé par cultiver du cannabis, il était leur parrain. Le 11 mai, il leur faisait la fête. C'est grave. Mais je vous dis, mais demandez, le 11 mai... Le préfet est impliqué dans la culture de cannabis. Le 11 mai, il leur faisait la fête en l'honneur de Bob Marley, tous ils étaient là. Et donc, c'est ce monsieur... non, mais c'est ce monsieur qui... on ramène à Lomé pour être préfet après avoir commis tout ce que nous avons dit là à Mango. Donc, il y a fondamentalement un problème. On se pose la question de savoir quels sont les critères, quel est le discernement qui pousse les gens au sommet de l'État à faire les nominations. Mais quand vous analysez bien le système, et c'est la deuxième partie de notre analyse, on comprend bien que avec le système aujourd'hui au Togo, avec Fonia Singwe, ce n'est pas la compétence qui est le critère de nomination, mais c'est la loyauté au système. Quand vous êtes quelqu'un qui reprime les gens, vous volez de l'argent, je ne sais pas, vous participez au crime économique, et vous avez de la promotion. On a vu des tortionnaires dans ce pays qui ont été promus. Aujourd'hui, on voit quelqu'un qui a géré la crise de Mango avec vraiment sans état d'âme, il y a eu des morts. Et voilà, la seule chose qu'on fait, c'est qu'on le met au placard. Un an après, on le ressort et on le combat préfet du Golfe. Ça pose fondamentalement un problème. Et surtout le problème de l'impunité. D'accord. Ami Alpha, quel est votre commentaire sur ce changement intervenu au niveau de la politique du Golfe? C'est quand même intéressant qu'on puisse, entre Aboka et préfet Melebou, qu'on puisse sortir un. Il fallait sortir les deux, pas un. Ah oui? Il fallait sortir les deux.
faut couper la poire en deux. Oui, il fallait sortir les deux. Abidel, votre commentaire sur ce sujet? Je crois bien que la pagaille, sinon les désordres au niveau de Lomé, avec ces démissions-là, avait trop duré. Et à un moment donné, ça frisait une démission au sommet de l'État. C'est comme il n'y avait pas une autorité morale pour imposer un peu un début de discipline dans cette boîte-là. On se demandait qui est-ce qui a leur soutien. Ouais, donc les gens, la bagarre durait, personne n'intervenait. Les gens ont fait feu de tout bois. Nous avons voulu dire qu'il y a des autres qui a régné. Et à un moment donné, on retire un, l'autre est encore là-bas. Je ne sais pas si c'est une façon de redonner raison à un camp contre un autre. Ah, ça peut maintenant, être interprété comme ça. Maintenant, alors que nous, à la lecture dans la crise, de l'opinion, l'avocat a raison. C'est une question que Oui, je me pose. naturellement, si. Donc, sinon, à la lecture de l'opinion, de part et d'autre, le désordre, c'est-à-dire, était total. On ne peut pas dire que l'un a gaffé plus que l'autre. Maintenant, là n'est pas trop mon problème. Le problème, c'est celui qui est venu remplacer. Je vais au-delà de ce qu'a dit le confrère. Ce préfet, ancien préfet du Mango, actuel préfet du Golfe, n'a pas que mal géré la crise à Mango, ce qu'il a créé de toutes mains. C'est parce que les gens ont mal géré cette histoire de projet de faune que ce problème est né et que la population a affiché son mécontentement. Le mécontentement qui a accouché d'une réaction disproportionnée et il y a eu mort d'homme. Il y a même des cadres de la police qui ont donné de leur tête. Donc voilà un monsieur comme ça, à un moment donné, l'autorité ne pouvait pas, on est obligé de l'enlever. Ça fait jurisprudence parce que ça ne vient pas souvent quand une population sort dans les rues pour demander à ce qu'on démette un préfet, qu'on le démette. Ce n'est pas aussi fréquent au Togo. Ça fait jurisprudence. Malheureusement, on le met un peu au froid et actuellement on le ramène. Il a reculé pour mieux sauter. On se demande quels sont les outils de travail de M. Fornia Senghor juste. Parce que plus on avance, plus on dure. Les hommes qui font le capital humain qu'ils utilisent. Parce que plus on avance, plus on voit que l'exception est en train de remplacer la règle. Et on se demande, on est dans quel pays? Dites qu'on nous dise quels sont les faits d'armes vantables de ce monsieur-là à Mango pour qu'il puisse, n'est-ce pas, avoir cette promotion, qu'on le veuille ou pas, déplacer quelqu'un d'une préfecture comme Mango pour Lomé, c'est une promotion. Alors là, on s'est dit vraiment... Ah, il a eu de la promotion. Ça c'est clair, ça c'est clair. Le monsieur, c'est une promotion. Je ne vous l'enseigne pas. Donc on se demande vers où on va, quelles sont les intentions de monsieur Fornia Senghor, quel est son agenda, surtout aussi par rapport aux nominations de plus en plus fréquentes des corps habillés à des postes politiques. Quelles sont vraiment les intentions de monsieur Fornia Senghor? C'est vrai, on ne dit pas qu'il n'est pas, c'est-à-dire qu'il est forcé de ne pas nommer un militaire. On a vu des militaires qui ont occupé des postes dans l'administration qui ont fait leur preuve. Mais quand leur présence devient plus en plus visible sur les terrains purement politiques, parce qu'une préfecture c'est la politique, ce n'est pas un port à gérer, ce n'est pas une société d'État à gérer, c'est la politique. Quand il devient de plus en plus présent. Et puis maintenant, si tu recenses au niveau des préfectures, les corps habillés qui tiennent les préfectures actuellement, c'est toute une ribambelle présentement. Ils sont nombreux, donc on se pose la question, quel est l'agenda de fort derrière les treillis au sommet des préfectures? Oui, l'antenne pose justement la question ce matin. Pourquoi encore un militaire à la tête des préfectures? Et il dit, et les énarques dans tout ça. Nous avons souligné ça dans l'analyse en disant que ceux qui ont fait l'ENA et qui, a priori, sont destinés à ces postes-là sont aujourd'hui dans la nature. Et ils sont dans la nature, et Abil a bien souligné, le poste de préfet est un poste politique. Et le statut des FACS interdit aux militaires de faire de la politique. Et il faut lire le statut des FACS. Et donc, le chef d'État, le chef suprême des armées, est censé connaître le statut des FACS, qui interdit à ce que les militaires fassent de la politique, et la Constitution même l'interdit. Oui, mais est-ce que vous savez peut-être pas que le colonel Awate n'est plus militaire? Non, il n'a pas démissionné de l'armée, il est. Et donc, on ne peut pas comprendre. Et quand vous voyez aujourd'hui la nomenclature de certains postes à Lomé, vous voyez par exemple la mairie de Lomé qui est tenue par un contre-amiral
qui est là, le plus cumulable de la République. Après, vous voyez la DST, les directions techniques de la mairie, qui est tenue par le colonel. Vous voyez, ils ont créé une agence qu'ils appellent ANASA pour faire la salubrité publique, qui est une aberration parce que dans un pays où il y a une municipalité, c'est la municipalité qui s'occupe de ça, tenue par un ancien général, son adjoint c'est un capitaine. Vous prenez le CHU tenu par un colonel, et bon, on se pose la question sur cette propension à confier des postes à des militaires, alors que nous sommes dans un système démocratique où les rôles, selon la Constitution, oui, vous savez, un patron ne confie que du boulot à ceux en qui il a confiance. Je suis désolé, il y a des tests qui règlent la République. La République, d'abord, c'est des piliers. Et il y a des tests sur la base desquels on gère une République. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui peut se lever selon ses humeurs et nommer les gens comme il veut. Non, il doit respecter quand même certains tests de la République ce sont des tests qui sont, je dirais, le soubassement même de la République. Et donc on ne peut pas se permettre de faire certaines choses. Je suis désolé, c'est pas parce qu'on n'a pas confiance aux gens qu'on peut débarquer qui, finalement, si on pousse l'analyse, on se dit, comme Abi l'a souligné tout à l'heure, que le capital humain de fort est réduit. Il n'y a plus personne à qui il fait confiance, au point que... Non, c'est pas ça. C'est ça qui sort de ces nominations-là. Qui n'a plus personne à qui il faut confier le boulot. Mais comment est-ce que vous pouvez comprendre que quelqu'un qui, il y a un an, a été cité en tant que responsable d'un certain nombre de faits, entraînant mort d'hommes, et que le processus même d'enterrement de ces morts a duré pendant un an, et que les populations de ces régions demandent jusqu'à ce jour que la justice soit faite, et que cet homme n'a pas été responsable en enquête administrative, ni en enquête judiciaire, et qu'on le ressort pour le nommer préfet, il y a quand même un sentiment d'une prime à l'impunité. Et un chef de l'État qui prône la réconciliation, qui dit qu'il lutte contre la corruption, qui dit qu'il lutte pour l'égalité de tous les Togolais, ne peut pas se permettre de prendre cette décision. Et mieux, ce préfet avait dit aux gens de Mango, qui sont des Tchokorsi, qu'en venant de la Côte d'Ivoire, ils n'ont pas amené des terrains au Togo pour s'opposer à l'installation de la force. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne maîtrisent même pas l'histoire du Togo et qu'ils dénient à certains citoyens de ce pays le droit du Togo. Leur droit d'être Togolais. Et ce monsieur ne peut pas avoir une promotion. On n'est pas, juste pour ajouter qu'on n'est pas en train de dire que les corps habillés n'ont pas compétence à gérer des tests. Il y a des tests qui régulent. Parce que au niveau des militaires, ils ont des formations très poussées dans l'administration. Il y a non, c'est pas une raison. S'il vous plaît, Eric, c'est moi qui vais faire cette précision. Donc je veux te dire qu'il y a l'administration militaire. Ils poussent, ils vont loin, des bourses choses internationales même, pour, n'est-ce pas, pousser dans la gestion de l'administration. Et c'est par rapport à ça qu'ils ont la compétence. Il y a le génie. Là où le pont se coupe aujourd'hui, là où les civils vont mettre 2 mois à le retaper, les militaires en 2 semaines, 3 semaines, ils peuvent le refaire pour que les gens commencent par marcher là-dessus. Donc on ne nie pas au corps habillé la compétence. Mais il y a des textes qui régulent la République. Et M. Faure-Gnassingbé est garant de ces textes. Il est celui qui est censé, c'est-à-dire protéger ces textes. C'est par rapport à ces textes qu'il a 3 fois de suite levé la main au ciel pour jurer au nom d'une certaine constitution comme quoi il va respecter les textes. Maintenant, quel texte il gère quand lui-même il se fait champion de la violation des règles les plus élémentaires? Quand on ne comprend. Et puis quand on nomme tous ces messieurs, si ce qu'ils faisaient vraiment un paradis dans leur champ d'action, on dirait bon, tu comprends, non? Ces messieurs, c'est au niveau de Mango là-bas, qu'est-ce qu'on n'a pas vécu? Les chefs tels toujours en danger. Quand on fait les enquêtes, ça retombe sur les préfets, tout ça là. Ce n'est pas tout qu'on peut dire ici. On se dit alors que mais c'est quoi au juste vers où M. Faure-Gnassingbé veut conduire? D'accord, très bien. Messieurs, on a 1 minute et 30 secondes. Vous savez, finalement, Apebo a créé son parti. Hein. On va l'évoquer en quelques secondes. Il a créé son parti. Beaucoup pensent que c'est pour fédérer les énergies en souffrance au cas, comme Abi l'a écrit dans son journal hier. Quel est votre commentaire sur
Bon, moi je dirais que c'était une nécessité absolue. Les ponts étaient rompus avec Agbouibo, il fallait se trouver son chemin. Moi, je ne pense pas que c'est une mauvaise chose en soi. C'est vrai que le processus de création des partis au Togo est lié au fait qu'il n'y a pas véritablement de démocratie dans la gestion des partis existants. Le président fondateur, c'est lui seul qui a tout et les gens sont frustrés, les gens partent. Mais en même temps, on ne peut pas condamner les gens qui créent les partis parce que j'entends partout dire qu'il y a trop de partis politiques au Togo. Ça, c'est des histoires. Au Togo, quand vous allez au cimetière... C'est aussi une vérité. Non, au Togo, quand vous allez les énergies. Au Togo, quand vous allez au cimetière des partis politiques, les tombes sont alignées. C'est une image que je donne. C'est-à-dire qu'il y a des partis politiques qui sont sur le papier depuis 90, mais qui n'existent plus. Quand vous prenez la scène politique, à peine 10 partis politiques animent la scène politique. Vous allez en France, vous avez plus de 400 partis politiques en France. Ça, les gens ne le savent pas. En France? Oui, en France, il y a 408 partis politiques. Il y a 408 partis politiques en France, donc 295 bénéficient de subventions publiques. Mais à peine une dizaine de partis sont actifs sur le terrain. C'est comme vous prenez la presse. Quand vous allez aujourd'hui à la HAC, on vous sort le registre de tous les journaux qui ont été créés depuis 90, vous pouvez en avoir 400. Mais aujourd'hui, les journaux qui sortent, on est autour d'une vingtaine. Donc c'est comme ça aussi les partis politiques. Donc on ne peut pas faire le procès aux gens disant non, il y a trop de partis politiques qui se créent. Au Bénin, vous en avez une centaine, au Ghana, vous en avez aussi plus d'une centaine. Donc, ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est combien de partis animent réellement la vie politique dans le pays. On peut juste en compter au Togo une dizaine. Oui. Abi, malheureusement, dans l'antenne, on va juste pour dire que je ne sais pas si on revient sur le... On va revenir sur le sujet. Okay, ne vous en faites pas. On va revenir sur le sujet après la pause pour le journal. Merci beaucoup, Abi Alpha Fekinaïté. On marque une pause de 15 minutes. Juste derrière, on se retrouve le nouveau parti politique de Maître Dodi Apevon, le FDR. Ce que vous disiez hier dans votre parution, eh bien, Apevon qui crée donc le FDR pour fédérer les énergies en souffrance au quart. Oui, évidemment, Dieu seul sait directement que les énergies, il y en a. À un moment donné, au syndicat, les tâtonnements, les revirements, et au niveau du père fondateur devenu par après gourou du car, maître Boibo, ont apparemment fait que les gens n'avaient plus envie de mouiller le maillot. Mais à la sortie politique, la toute première de Apevon, on a comme l'impression que cette formation politique ne veut pas mourir sur les cendres des divisions, des états d'âme de l'individu. Quand tu vois comment Apevon a ratissé, si on s'en tient à tout ce qui était là, à sa sortie, oui, dans le bas-fond du collège de Saint-Jean, ça dit tout. Ça veut dire que tout ce monde-là, tu sais, vous n'êtes pas sans savoir que l'écart fait partie aussi, au-delà de ce qu'on peut dire de cette formation politique, ça fait partie des formations qui regorgent d'une certaine intelligence en termes de cadres intellectuels qui sont dedans. Donc, quand Apevon a pu venir dans la nouvelle barque avec tout ce monde-là, ce n'est pas rien. Le monsieur, on espère que les tâtonnements et tous les erreurs de son ancien patron vont le corriger et que ça va lui permettre de prendre les dispositions pour vraiment capitaliser par rapport à ces énergies-là qui commençaient par se faner avec le carré, qui se retrouvent maintenant, qui ont un terrain pour s'exprimer avec les FDR. D'accord, très bien. C'est vrai que... Moi, oui, Ferdinand. J'ai regardé un peu la liste des membres du bureau. C'est juste pour rebondir sur l'aspect soulevé par Abi. On a vu pas mal de compétences dans ce parti et moi je me réjouis qu'il y ait assez d'universitaires. J'ai vu beaucoup d'universitaires dans le bureau. Nous qui faisons le plaidoyer tout le temps en demandant aux universitaires de s'engager en politique, je crois que c'est une bonne chose. Ça permet, vous avez été servi. Hein. Ça permet de relever le niveau du débat. C'est ce que moi je veux dire. Parce que le problème du Togo aussi, c'est le niveau du débat politique. C'est le niveau du débat politique qui est aussi lié à l'histoire de notre pays. Ça, il ne faut pas l'occulter. Parce que pendant longtemps, il y a eu la violence qui s'est emparée du débat politique au Togo. Il y a eu des assassinats, il y a eu des intellectuels qui ont été assassinés. Donc, à un moment donné, les gens ont pris du recul et ont laissé le terrain uniquement courageux.
ce qui pouvait affronter le régime sans forcément avoir tous les rudiments ou toutes les compétences. Donc aujourd'hui, je fais partie de ceux qui disent qu'il faut que les universitaires, je ne dis pas forcément les intellectuels, parce qu'on peut être universitaire sans être intellectuel, s'engagent en politique, prennent des positions sur des sujets où on a besoin des spécialistes, que ce soit sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan sociétal, sur les aspects fonciers, et tout ça, on a besoin de toutes ces compétences-là pour relever le niveau du débat. Et j'espère que le nouveau parti de Maître Pévon va tirer les erreurs du passé et recentrer le débat, revenir aux fondamentaux pour que le débat sorte des caniveaux, des chantiers battus, des attaques personnelles, des choses qui n'apportent pas grand-chose pour véritablement aller sur la question des idées et des projets. Alors, on va faire un tour rapide en France, parce que puisque nous parlons de la politique, hier, François Hollande, le président français, s'est adressé à la nation française, et dans son message, on s'est rendu compte à la fin que l'homme n'ira pas au scrutin présidentiel de l'année prochaine. Il a décidé de ne pas se présenter. Est-ce qu'on peut l'interpréter comme un président courageux, entouré par... il peut aussi être tenté de s'accrocher au pouvoir, ne serait-ce qu'aller déjà aux élections, mais il décide de ne pas se présenter. C'est courageux de sa part, c'est lucide. Bien rien n'empêchait à ce monsieur-là de dire que je suis candidat et d'y aller. Au-delà de ce que prévoyaient les sondages, tout ça là, qu'il est en bas il est au pied du mur dans les sondages, tout ça là. Depuis un temps, nous connaissons aussi les limites des sondages. Moi, j'ai cette histoire des sondages, je n'ai pas souvent accordé beaucoup de crédit, les temps qu'on commence par nous donner raison. Donc, au-delà de ce qu'on dit de lui par rapport à sa cote de popularité qui est en chute libre, rien ne pouvait que s'il était candidat, il ne gagnait pas aussi. On a vu aussi ce qu'on a dit de Trump quand les premières intentions naissaient, comment ça a évolué, c'est que c'est devenu aujourd'hui. Donc, la prise de position de ce monsieur, de François Hollande, il faut le tirer un coup de chapeau. Le tirer un coup de chapeau parce qu'il a fait des sacrifices à deux niveaux. Le sacrifice au niveau de sa personne. Il a sacrifié son intérêt personnel. Je dis encore une fois que aucun calcul mathématique ne disait pas que s'il allait, il perdait. Il a décidé de ne pas aller. C'est déjà un sacrifice. Secondo, il s'est dit, devant ce tâtonnement, devant cette hésitation et cette incertitude politique, je vais faire de la place à quelqu'un de ma formation politique pour que les chances soient encore plus grandes. Voilà deux sacrifices. Il s'est sacrifié par rapport à lui-même et par rapport à sa formation politique. Je crois que politiquement, ce n'est pas rien. C'est une grande leçon. Et puis moi, j'ai commencé par... ailleurs également. Je ne sais pas si ça peut servir de leçon aux gens. C'est dans la vie de tous les jours, dans les relations diplomatiques et tout ce que vous connaissez au monde, ce ne sont pas les leçons de vie qui manquent. Mais il faut vraiment les gens qui sont réceptifs à ces leçons-là, qui se donnent tous les jours. Moi, j'ai commencé par respecter ce monsieur tout récemment aussi quand il a slalomé, il a esquivé le coup de main du Gabonais. Ça m'est allé droit au cœur comme un cadeau que je n'ai jamais reçu. Donc voilà des gens, non, qui dit bongo, c'est toute une chaîne. Moi, c'est toute une chaîne avec tout ce qui se passe ici. Donc, c'était un grand symbole et j'ai commencé par croire au monsieur. Et sa dernière sortie là vient confirmer mes appréhensions par rapport à lui. Je crois que c'est vraiment à saluer. Ça va au-delà de la France. Ça replante le débat par rapport au rôle de leadership de la France. Un rôle où, de la France où les leaders politiques sont capables de comprendre, où la population est capable de faire une lecture de la politique et de comprendre avec les résultats qu'on a infligés à Sarkozy. Donc voilà une population, ces leaders qui confirment, qui reprennent valablement leur rôle
dans le débat politique international. Et je crois que cette sortie de Hollande-là, ça vaut la peine, ça doit vraiment servir de leçon. Ferdinand, ça pourra servir de leçon, ça pourrait être copié aussi ailleurs, comme président en fonction qui, rien ne l'empêchait, comme Abid disait, hein, de briguer le mandat, mais qui dit non, je l'espère, parce que c'est un geste d'une grande humilité et d'une très grande sincérité. Il aurait pu faire le choix de son orgueil personnel en disant bon, les intentions ne sont pas favorables, j'y vais quand même, quoi qu'il arrive. Mais il a compris. D'abord, les Français ne voulaient pas de lui et de Sarkozy, et donc les militants de gauche se sont mobilisés à la primaire à droite. Ils étaient au moins 500 000 pour voter et virer Sarkozy. Il a reçu le message. Il sait qu'après Sarkozy, c'est lui qui passait aussi à la trappe. Donc, il ne voulait pas sortir par la petite porte comme Sarkozy est sorti. En même temps, il a une grandeur de la fonction qu'il occupe. Parce que aucun président en France ne s'est jamais soumis, en fonction ne s'est jamais soumis à une idée de primaire. Une tradition américaine qui s'est aujourd'hui internationalisée. Et donc, il a senti qu'il était pris dans le piège des primaires. Alors, il ne pouvait pas aller à ces primaires-là et se faire humilier, même au-delà, rabaisser la fonction présidentielle même. Et donc, abîmer l'image de la France à travers le monde. Donc, il a fait toutes ces analyses-là et il s'est dit, non, je ne peux pas y aller, je vais sortir par la grande porte, mais sauver aussi l'image de la France. Je crois que ces gestes-là, on n'en a jamais vu en France, mais ce n'est pas nouveau parce qu'on a vu le pape Benoît XVI, oui, à un moment donné, qui est le représentant de l'Église. On dit souvent que les papes sont infaillibles, et c'est le monarque, le grand monarque des catholiques, qui règne sur 800 millions de fidèles, qui a décidé à un moment donné, parce qu'il était incapable de reformer la curie, parce qu'il était tout le temps attaqué par le cercle des cardinaux qui ne voulaient pas de réforme, il a sacrifié sa vie pour sauver l'Église. Ouais, c'est ce qu'il a fait. Et donc, François Hollande fait la même chose aujourd'hui. Il se dit, mes ambitions ne peuvent pas passer avant la République. Je préfère que mon camp, je ne veux pas entraîner mon camp dans un suicide. Donc je préfère m'éclipser et ouvrir la porte à d'autres possibilités. Et donc je pense que c'est un grand geste qui va marquer l'histoire. Ça peut être copié. Il est important parce qu'il a dit que jamais je n'ai été ébloui par... ça dit que, il a dit que les avantages du pouvoir, justement ça, les avantages du pouvoir, oui, ne m'ont jamais empêché de garder ma lucidité. Donc c'est important, parce que quand vous êtes un homme de pouvoir, avec tous les avantages, le luxe, les voyages, l'argent, tout, en Afrique, généralement, quand on accède à ces fonctions-là, on pense qu'on est propriétaire du pays. Et donc, on ne veut pas du tout partir. On peut décider aujourd'hui de liquider X ou de liquider Y ou de faire disparaître quelqu'un. Et donc, ce qu'il vient de faire là doit servir de leçon à ceux qui s'accrochent au pouvoir pour qu'ils comprennent qu'à un moment donné de la vie, il faut décider de céder le passage. Hollande, tout n'était pas mauvais. Moi, j'ai couvert la campagne de Hollande en France. 2012. Oui, 2012, il y a sur la 4 ans et demi. L'année prochaine, certainement, j'y retourne pour couvrir la campagne française. Mais c'est un homme qui est toujours resté mystérieux. Oui. Il est toujours resté mystérieux. Et son ascension aussi est passée en dents de scie. Et donc, il vient de montrer encore une fois qu'il est unique en son genre. Et moi, je pense qu'en Afrique, des présidents qui sont là depuis 40 ans, qui sont là depuis 35 ans, et qui pensent que, malgré leur âge, malgré tout ce qu'ils ont fait pendant 40 ans, et qui n'ont plus rien à proposer, mais ils s'accrochent toujours. Je pense que ces gens-là, il faut qu'ils tirent une leçon de ce qui vient de se passer. Parce que quand vous suivez les réseaux sociaux, quoi qu'on le dise aujourd'hui, les réseaux sociaux sont très dynamiques et ces genres de gestes impactent l'opinion. Vous voyez sur les réseaux sociaux, tous les jeunes disent « Ah, Hollande, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, au moins pour ce geste-là, il est un grand homme. » Et les Africains, les jeunes Africains vont commencer par rêver pour leur pays en disant « Mais est-ce que ceux qui sont là depuis 15 ans, 20 ans, 30 ans, il n'est pas temps pour qu'eux aussi, ils cèdent le pouvoir à d'autres personnes. » Parce qu'on aurait pu rester en disant, oui, j'ai réussi, la courbe du chômage est en train de changer un peu, j'ai réduit le déficit, j'ai fait ci, tout n'était pas mauvais, mais il n'y avait pas que du mauvais, il y avait aussi du bon, mais je peux y aller.
Mais il sait que les chances n'étaient pas de son côté, il a cédé le passage. Parfait. Mais il faut qu'en Et puis- Afrique aussi, et puis certains ça cèdent vient- le passage. ça vient- Ceux qui commencent à organiser les élections avec les billes de... que les enfants n'utilisent pas jouer dans les rues là, comme les Adjamé là. Il n'y a plus de bulletins de vote, c'est les billes qu'on utilise pour faire les votes. Il faut que ces monsieur là qui disent qu'ils guérissent le sida cèdent le passage pour que ces D'accord, très bien, Je vais juste ajouter que, ouais, juste ajouter que au-delà de ce que nous avions dit, ça replante aussi les débats par rapport au fait que les dirigeants occidentaux ont plus la culture de la reddition des comptes. Ouais. Les gens savent que nous dirigeons les gens, nous dirigeons le bien public, le bien de tout le monde. À la fin, on doit rendre compte. On attend de nous des résultats. Et le monsieur voit un résultat qui n'est pas trop prometteur. La population estime déjà dans l'opinion qu'il est en deçà de leurs attentes. Il a très vite tiré les conclusions de son débat et il s'est arrêté. Voilà des gens qui savent sortir par la grande porte. Ils ne veulent pas être devant le fait accompli avant de dire comme Sarkozy, je me retire de la politique. Je crois encore une fois, coup de chapeau. Bon, on pourrait aussi dire que François Hollande fuit sa responsabilité puisqu'il a eu le vote des Français. Il devait attendre que les Français le jugent dans les urnes. Bon, il Non, participe pas aux élections. pas ça. Il pouvait aussi aller aux élections et là il aura la réponse. C'est des une Français. jurisprudence. S'il faut le répéter, s'il fallait le refaire, il fallait le refaire. Ça, c'est le tout premier président à ne pas être allé pour la deuxième fois, se représenter pour la deuxième fois, c'est-à-dire alors qu'il quittait les rênes du pouvoir. Voilà. Et puis ça démontre encore que les gens en Europe ne comptent pas sur la fraude pour se maintenir. En Afrique, s'il était à 7%, Tu vois, les gens, il avait chez nous aussi toutes les manettes pour se remettre, même si son taux de popularité est égal à pi, il avait toutes les manettes pour se maintenir. Comme ça se fait chez nous aussi. Le gars est à 7%, dans l'opinion, il organise les élections, il sort, il ajoute un 0,70%, il est élu. Voilà. D'accord, très bien. On va parler maintenant de ces mouvements de grève des enseignants. Ça commence par faire tache d'huile puisque depuis plusieurs jours, quand on aligne les jours de mouvements de grève, on se rend compte que c'est le 10e aujourd'hui. D'ailleurs, c'est ce que le confrère Alternative a écrit. 4e grève, hein, déjà dans les enseignements primaires et secondaires, encore les élèves dans les rues de Dapamon, à Tapamé ailleurs, depuis hier, et beaucoup de journaux sont revenus sur le sujet. Alors, ce qui nous inquiète, c'est ce que je pense le confrère Liberté et Forum de la Sonne ont écrit ce matin. Plusieurs blessés, et le confrère Liberté nous renseigne qu'il y a un élève qui est aussi dans le coma, et ça se passe encore à Dapamon. Oui, c'est dommage parce que parfois on pense que nous sommes sévères à l'endroit des gouvernants, mais quand on voit les actes qui sont posés sur le terrain, on ne peut que utiliser les mots qu'il faut pour les qualifier. Ça fait quand même, ça devient quand même une tradition de mots. Depuis 4 ans, on voit des grèves, on voit les élèves qui sont dans les rues, les forces de l'ordre qui tirent sur les élèves, les gaz lacrymogènes. On a vu, on a fait l'usage des balles réelles à Yapaon. Ce matin, on évoque le cas de Dani. Oui, Dani qui a pris. les enfants sont dehors. Et on a eu le cas de Yapaon où on a tiré à balles réelles sur les enfants. Les auteurs n'ont jamais été identifiés ou arrêtés ou jugés. Et aujourd'hui, on revient au même scénario. Grève, sortie des élèves qui vont déloger d'autres qui sont dans les écoles privées, les forces de l'ordre qui viennent, gaz lacrymogène. Ça fait quand même 4 ans ou 5 ans que ça dure. Est-ce qu'il n'y a pas des gouvernants dans ce pays? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont chargés de s'occuper du secteur de l'enseignement? Parce que le fond du problème, c'est quoi? C'est les avantages que les enseignants demandent. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas d'argent pour les payer? Ce qu'ils n'en demandent pas trop, on se rappelle. Hein, ils n'en demandent pas trop. Récemment, il y a quand même des je ne pense pas qui a été fait entre temps au niveau du gouvernement. Je ne pense pas qu'ils en demandent trop. Il y a des revendications qui datent de 41 ans. Il y a des revendications qui datent de 41 ans. Vous imaginez, si vous avez pu, je ne sais pas comment le dire, si vous prenez toutes les revendications des enseignants, on chiffre ces revendications en termes de coûts. Je ne pense pas qu'on dépasserait 3 ou 4 milliards. Mais si vous avez pu trouver 15 milliards, ou je ne sais pas combien, acheter 4 hélicoptères, le tout à 60 milliards pour faire un sommet, et que vous n'avez pas d'argent pour payer les enseignants, pour que nos enfants puissent aller à l'école, il y a problème. Parce que les enseignants des gouvernants ne vont pas dans les écoles publiques. On a vu dans ce pays, avant la rentrée, quand on a repoussé la rentrée 2 mois pour organiser le sommet, eux, leurs enfants étaient à British School, ils étaient à l'école française, ils étaient à je ne sais pas où, tous leurs enfants étaient à l'école. Ils sont dans le système français et anglais. C'est nos enfants, vous et nous. Et les populations. Aujourd'hui, ces enfants sont dehors. C'est vrai qu'à Lomé, la grève n'est pas perceptible. Juste parce que les gens à Lomé ont peur
qu'en allant au débrayage, ils puissent subir les affectations punitives. Et donc, ceux qui sont à Lomé, parce que quand on est à Lomé, on est dans une bonne position, les gens ne veulent pas qu'on les déplace après. Donc, la grève ne prend pas Lomé, mais à l'intérieur, la grève se déroule normalement. On a vu ce matin les images des enfants de Gagny qui sont dans les rues avec les pancartes pour dire nous réclamons nos enseignants. Alors, ça fait quand même des années que quelqu'un a proposé dans ce pays les états généraux de l'enseignement ou de l'éducation. On ne sait plus aujourd'hui. Le président Fognassi où nous a dit se trouve le discours. Ah oui. Et depuis 4 ans, ce discours est toujours là ou 5 ans. Oui. Oui, on ne sait plus ce que ce discours est devenu. Mais nous sommes là à collecter les sommets, à organiser les sommets. Bon, les sommets, c'est fini, Ferdinand. Non, là, Ne tentez pas de revenir chaque fois sur les sommets. Les sommets, c'est oui, passé. parce que le sommet, c'est avec l'argent du contribuable. Aujourd'hui, c'est de l'argent qu'il s'agit pour régler le problème des enseignants. Oui. Il faut quand même qu'au niveau du pays, on essaie de hiérarchiser les priorités. Qu'est-ce qui importe aujourd'hui pour nous? Est-ce que c'est d'inviter les gens à venir au Togo ici faire la fête? Ou c'est d'utiliser l'argent pour régler le problème des enseignants, pour que les enfants puissent aller à l'école? Parce que là, on dit déjà que nous avons des élèves qui ont le niveau très bas, et quand vous faites le calcul à la fin, sur 9 mois, les enfants ne vont à l'école que peut-être 6 mois, ou je sais pas, ou 7 mois. Et ils vont aux examens avec des résultats catastrophiques. On a vu les résultats de fin d'année dernière. Et donc, on ne peut pas accepter, en tant que Togolais, parents d'élèves, parents d'enfants, que ce système continue de fonctionner comme ça. Parce que c'est l'avenir du pays qui est en danger, c'est l'éducation qui est en train d'être saccagée. Alors, s'il y a des ministres qui ne sont pas compétents, il faut les virer et nommer d'autres personnes qui puissent être à même de régler ce problème des enseignants une fois pour toutes. Mais on a déjà sorti un ministre du gouvernement à cause de la gestion de cette crise au niveau de l'éducation, le ministre Florent Manganawe, qui avait en charge le ministère de l'éducation, de l'enseignement primaire et secondaire. Aujourd'hui, est-ce qu'au niveau des enseignants aussi, on ne peut pas peut-être essayer de revoir les copies, tenter une nouvelle négociation? Parce que trop de grève, comme on dit souvent, ça tue la grève. Est-ce que ça, c'est pas une réalité aussi, Abi Alpha? Alors là, comme il démontre comment les enseignants n'ont pas le droit d'aller à la grève, quand quelqu'un est obligé d'être un vacataire à vie, quand on dit vacataire dans l'enseignement, tu sais ce que ça pèse. Quand quelqu'un qui est toujours exposé à la poudre de la poussière de la craie n'a pas les primes de salissure, quand on ne parle même pas de primes de logement dans notre enseignement, mais ce que ces messieurs demandent là, ce n'est pas de la mer à boire, à moins que je me trompe. J'ai un document ici qui recense en 4 ou bien 5 points, en attendant que leur statut ne soit vu. Ils demandent ces points-là qui ne sont pas une magie à faire. C'est une question de bonne volonté, c'est tout. Et ça fait que l'année commence toujours avec tâtonnement. Les enseignants Vous connaissez prennent... l'incidence financière et tout ça, Abi Alpha? Non, l'incidence financière, je crois que l'autorité politique doit l'évaluer. Et quand les gens revendiquent des choses de ce genre, qu'ils sachent faire la part des choses. En voyant si ça se fait dans les pays de la sous-région avec les voisins. Au Bénin, au Niger et autres, je vous disais la dernière fois que quand les gens quittent ici pour mauvaises conditions dans l'enseignement, c'est pour enseigner au Burkina, au Niger, ils viennent construire des villas. Des villas. Est-ce qu'on a les moyens de faire? Parce que ça ne sert à rien. C'est quoi les moyens? Ces pays-là où... Ça ne sert à rien de promettre, d'accepter ou d'accéder à ces revendications des enseignants et que demain on ne puisse pas remplir mais aller en politique, c'est s'engager. C'est parce que les gens peuvent qu'ils s'approchent au pouvoir, qu'ils jouent leur rôle, qu'ils jouent pleinement leur rôle. Notre pays n'est pas un pays pauvre. On n'est pas plus pauvre que le Niger, on n'est pas plus pauvre que le Burkina. Comment les enseignants peuvent être plus heureux dans ce pays? Les gens laissent la craie ici, ils vont là-bas, ils reviennent, ils sont heureux. Et que chez vous ici, les enseignants soient les métayers pendant toute la carrière. Le Togo n'est pas un pays pauvre. À moins que vous me démontrez le contraire. Le Togo n'est pas un pays je dis bien par rapport à ces pays où les enseignants se sentent mieux, on n'est pas pauvre. Le Togo n'est pas plus pauvre que le Niger. Pas plus pauvre que le Burkina et le Bénin. Donc on ne peut pas me dire le contraire. Donc quand les enseignants revendiquent ceci, je dis déjà que ce n'est pas une mer à boire. On ne peut pas leur dire que vos revendications ne sont pas légitimes. Quand on reconnaît que c'est normal, il faut qu'on essaie de voir qu'est-ce qui est faisable. Mais quand on est obligé de faire semblant de négocier tout en
tenant par la main la droite le document de la négociation, en tenant la matraque par la main gauche, ça fait problème. Ça fait problème. Quand les enseignants demandent à voir un préfet pour discuter, un responsable, un cadre de l'enseignement, autorité de l'enseignement, pour discuter qu'il les reçoit avec des militaires par ici, des capitaines par ici, des CB, mais si, actuellement, à Daï, ça s'est passé. Non, à Sautoubois. À Sautoubois. Un délégué syndical est là-bas, il est avec les enseignants, il devait être reçu pour discuter. On sort le délégué syndical, le préfet lui dit qu'il ne fait pas partie des enseignants de Sautoubois, qu'il soit avant que les négociations ne commencent, devant le commissaire, devant le CB, les gens dont on n'a pas besoin dans la négociation. Qui laisse le fusil sur la table. Si vous comprenez, comment est-ce qu'on peut gérer comme ça? Où on se dit que nous avons la baïonnette, vous prenez ou bien vous laissez. C'est quoi cette affaire? Parce que tu sais, transmettre le savoir, c'est une question aussi d'avoir le moral tranquille. Quand quelqu'un va, parce que bon, on m'a dit de faire, je vais les enseigner, qu'est-ce qu'il va enseigner? Qu'est-ce qu'il va enseigner? Tu as eu à connaître différents enseignants. Quand un enseignant a le cœur tranquille, il veut donner le savoir. Il est différent de celui qui vient donner le savoir parce qu'on le dit de faire. Parce que ici, ce n'est pas de la labour, ce n'est pas la pêche où tu tires la pagaie. Ici, c'est le savoir à donner. Il faut que celui qui veut donner ait la volonté de donner. Donc, vous pouvez obliger, vous pouvez caresser un chien, l'obliger à se coucher. Vous ne pouvez pas l'obliger à fermer les yeux. On ne peut pas éternellement continuer par faire travailler les gens avec la pression, à leur dire vous prenez, vous laissez. Jusqu'où on peut continuer avec ça? Merci Abiraf. Ferdinand, vous l'achetez un mot, on va passer à ce sujet Moi, aussi. je voulais poser un problème. Qui est celui de la disponibilité des gouvernants à écouter les populations. Ah, c'est un Je problème ne fondamental peux finalement. pas comprendre que dans un pays où des gens se disent élus par un peuple, et dès que un citoyen ou quelqu'un ou un groupe organisé ou un secteur organisé au niveau de la population cherche à rencontrer les autorités, on trouve toujours porte close. Même à la Maison Blanche, Obama a dans son calendrier un jour pour lire les lettres des citoyens et recevoir les citoyens. Vous avez été témoin ici de ce jeune monsieur qui, tout à l'heure, l'artiste, qui disait qu'il a écrit une lettre à Fort, M. Ford Gnassingbé, et que jusqu'à ce jour, il n'a jamais vu M. Ford Gnassingbé. Alors, le président de la République du Togo, est-ce qu'il a un temps au moins pour écouter les Togolais? Parce que hier... Oui, il est pour les Togolais. Mais non, est-ce qu'il a un temps dans tout ce qu'il fait là? Est-ce qu'il a un jour où des Togolais qui ont des préoccupations, puisqu'on dit que c'est son entourage qui bloque les gens, est-ce qu'il a un jour au moins pour écouter en disant ce jour, je reçois 20 Togolais pour écouter leurs préoccupations? C'est le jour d'audience du président, au moins 20 Togolais. Chaque semaine, je reçois 20 Togolais pour savoir ce qui se passe dans le pays. Le Premier ministre, est-ce qu'il a un jour pour écouter les Togolais? Parce qu'on a vu dans ce pays, les médecins... Il faut un jour pour écouter le Togolais. Oui, mais même à la Maison Blanche, ça se fait. Même en France, ça se fait. Quand un citoyen demande à rencontrer le président, il peut le rencontrer. Hier, un monsieur est venu à notre rédaction pour dire ça fait des années où il ne sait pas combien qu'il cherche à rencontrer le président parce qu'il a un projet de mécanisation qui peut employer 10 000 personnes. Il n'a jamais vu le président. Ah oui? Ah oui? On devait publier sa lettre ouverte hier avant que quelqu'un me dise oui, je peux t'aider maintenant à voir le président. C'est quoi ce pays? Parce qu'au fond, ils sont là pour la population. Ils sont entretenus par l'argent du contribuable. Donc ils ne peuvent pas être des gourous de couvent inaccessibles à la population. C'est ça aussi le fond du problème qu'on a dans nos pays. Si les puissants au monde, comme les Obama, tout ça, ont des jours pour écouter leur population, je ne dis pas qu'il faut ouvrir les portes de la présidence à tout le monde. Mais, non, parce que... même s'il faut l'ouvrir, c'est un droit. C'est de droit. Parce que ce palais, c'est pour le peuple. Ailleurs, la présidence, c'est le palais du peuple. Vous voyez. Et donc, le président doit aménager son programme de telle sorte que une fois par semaine ou 2 fois par mois, il puisse avoir à rencontrer certains Togolais qui viennent exposer leurs problèmes. On peut les sélectionner. C'est difficile pour les ministres de la République de recevoir en audience. Vous demandez au chef d'État de recevoir en audience ces Togolais. Oui, mais il faut démystifier tout ça. Les gens sont... Les médecins ont demandé à rencontrer le président. Il ne les a pas rencontrés. Aujourd'hui, les enseignants,
Ils ne trouvent pas de solution au niveau du ministère de l'Éducation. Ils ne trouvent pas leur solution au niveau de la primature. Mais il faut quand même que quelqu'un les rencontre au sommet de l'État pour discuter avec eux. Pour leur dire, mais voilà les possibilités que nous avons au niveau du sommet de l'État. Il n'y a pas d'argent, ou voilà les disponibilités financières. On peut faire ceci aujourd'hui, on peut faire ceci demain, on peut faire ceci plus tard. C'est de sa responsabilité. D'accord, C'est pas seulement monter dans les avions, aller dans les voyages et les sommets et revenus, sans rendre compte aux gens. Alors, nous avons encore 15 minutes supplémentaires. Il faut qu'on sache que ceux qui travaillent pour que la République vive, ce sont des partenaires, ce ne sont pas des métayers. C'est ces genres de comportements qui sont en train de plomber l'économie nationale. Quand on est venu imposer l'OTR avec les réformes économiques décrétées, on vient au port, on dit aux opérateurs économiques, on attend ça de vous pas. Et on sort un décret, un arrêté, les opérateurs économiques sont informés c'est-à-dire à la dernière minute. À un moment donné, ils se disent, ah c'est vrai, vous pouvez nous imposer votre volonté, mais l'argent c'est pour nous. On part. Nous sommes des opérateurs économiques, vous ne pouvez pas nous obliger à faire le commerce au Togo, ils sont partis. Ils sont partis. Actuellement, ce qui se fait là, il y a de la place dans beaucoup de pays. Actuellement, les enseignants togolais qui enseignent dans les petits pays qui nous entourent sont plus nombreux que nos frères qui enseignent ici. Et ils sont des compétences là-bas. Mais non, il faut sortir un peu seulement pour rencontrer nos communautés. Oui, mais c'est aussi parce que non, chiffres du genre. Je dis bien qu'il faut sortir un peu pour toucher certaines réalités qui sera que même si l'œil ne mange pas, il sait ce qui remplit le ventre. Je dis bien, les enseignants qui sont au Niger, qui sont au Bénin côté, qui sont au Ghana, qui sont dans les pays qui nous entourent, au Nigeria, tous ces rassemblés sont plus nombreux que les Togolais qui enseignent ici. C'est quoi cette histoire? D'accord. Alors que nous avons encore besoin de leurs compétences. Abi, on dit toujours qu'il y a plus de médecins togolais en France que de médecins togolais au Togo. Oui. Tu vas me dire que c'est faux? Non, ça c'est vrai. Pourquoi dans les autres corps de métier? Puisque les chiffres ont été apportés à l'appui Mais ce que vous dites, il faut seulement visiter ces pays et essayer de rentrer dans les communautés togolaises qui vivent là-bas et tu vas tirer ta conclusion. Parfait. Alors hier, vous avez sorti un article par rapport justement à la gestion que vous qualifiez d'escabreuse au Togo, la vie qui est chère, le pouvoir d'achat qui est érodé. Pour vous, ce sont des symptômes d'une faillite socio-économique dans son ensemble? C'est clair, c'est une faillite socio-économique. Parce que tu sais, c'est vrai, à un moment donné, la dernière fois, ça m'a amusé quand au Parlement, 3 ministres ne sont pas passés se faire écouter. Et puis, au nom de cet échange, finalement, on conclut qu'on force Dangote à augmenter son prix au prix des opérateurs. N'est-ce pas, togolais. Je veux bien croire et je veux bien qu'on protège les emplois au Togo, qu'on protège les emplois, les intérêts de ceux-là qui ont depuis longtemps accepté, n'est-ce pas, être sur le terrain pour nous fournir en ciment. Sauf que c'est la concurrence partout, la concurrence qui construit l'économie. Actuellement, si on dit que le Togo est parmi les pays les plus chers en communication au monde, c'est parce qu'il n'y a pas de concurrence. C'est parce qu'il n'y a pas de concurrence. Quand tu vas au Bénin à côté, quand tu vas au Nigeria, il y a Move, il y a Togo. Le Move ne fait que la volonté de ce que Togo Télécom, Togo sait faire. Ça, là, je ne t'enseignerai. Donc, quand tu regardes cette volonté-là politique, tu te dis que c'est une mauvaise volonté. Parce que le ciment, le pétrole, l'eau, ça fait partie de ces produits-là où l'État a le droit de garder un certain contrôle sur la fixation des prix. Oui. Ça, c'est clair. Mais, à un moment donné, si vous ne pouvez pas augmenter les salaires, augmenter les revenus pour que les gens aient un niveau de vie un peu élevé, pour répondre à la cherté de vie qui est consécutive à la flambée des prix, vous pouvez quand même avoir des manettes pour, n'est-ce pas, juguler au niveau des produits là dont vous avez le contrôle des prix. D'ici quelques mois, on va vous dire que le prix du pétrole, forcément, ça va encore augmenter parce que les 14 pays de l'OPEP se sont réunis pour être d'accord qu'ils vont diminuer la quantité du pétrole produit. Donc, souffrez que dans quelques moments, on vous dise que les prix sont encore revus à la hausse, à la pompe. Et depuis là, la population subit. L'autorité n'a apparemment, je ne sais pas si c'est mauvaise foi ou bien c'est incompétence. La population civile, l'autorité ne fait rien pour limiter les dégâts.
le ciment je me suis inspiré de certaines réalités. Le paquet de ciment qui s'est vendu à 1615 en 96. En 96, j'étais élève au lycée Cara et j'étais vendeur de ciment. Ceux qui ont fait Cara, je connais bien, c'est vrai, je te dis que je connais bien ce secteur-là. C'est moi qui gère ce magasin, je sais que c'est fini, il faut aller au dépôt de Cara, faire la commande, aller verser quoi, à quelle heure. Je connais bien ce business-là. On vendait le paquet à 1115, 32 300 la tonne. En 96, quand j'avais mon bac. Actuellement, la tonne est à 81 000. De combien le salaire du Togolais a augmenté de 96 à nos jours? Bien, Abi Alpha. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Les exemples, ils sont tellement grands comme exemple. Et on se dit que bon, c'est une démission, ou bien une incapacité. Bon, vraiment, ça veut dire, moi je dis une chose. Aller en politique, personne n'oblige quelqu'un à faire. Si tu ne peux pas, tu cèdes. Mais quand les gens ne peuvent pas, ils s'arc-boutent. Ça frise du cynisme, quoi. Merci beaucoup, Abi Alpha. Il y a un autre sujet abordé par l'Alternative, c'était mardi dernier. Après, il y a eu le confrère Courrier de la République qui s'est saisi de ça, qui a aussi fait un article et tiré dans l'alerte par rapport à cette enquête d'une ONG internationale. Ferdinand, c'est vous qui avez publié l'enquête la dernière fois, le rapport. C'est au cœur de l'industrie d'importation des poulets de la mort au Togo. C'est comme ça que vous l'avez titré. Vous voulez faire peur aux Togolais ou... Non, c'est pas, on fait peur à personne. Au contraire, nous sensibilisons les Togolais. Oui, mais quand on parcourt l'article, le rapport, ça fait peur quand même. Hein? Oui, ça fait peur. C'est un rapport effrayant, mais c'est un rapport d'une ONG internationale publié par un magazine allemand dans son partenaire, Greenpeace Magazine. Et c'est des gens qui sont venus ici, qui ont pris du temps, qui ont parcouru le pays, qui ont interrogé des gens, qui ont fait des analyses. Il n'y a pas que le Togo, ils ont fait l'enquête au Togo, au Bénin, sur tous ces produits congelés qui viennent de l'Europe, du Brésil et des États-Unis et qui sont pour la plupart parfois cancérigènes. Certains, ces personnes ne les mangent pas en Europe parce qu'ils sont impropres à la consommation. Et le coût de destruction en Europe est tellement élevé que les producteurs s'arrangent pour les envoyer en Afrique, qui est le dépotoir du monde aujourd'hui. Vous voyez. Et donc, en publiant ce rapport qui était en allemand et que vous avez traduit en français, c'est pour permettre à la population de prendre conscience. Parce que la pauvreté aidant, tout le monde veut manger la viande le soir à la maison, on va dans la boutique d'à côté, on achète ce qui est abordable et puis on vient préparer aux enfants. Nous, on prépare à toute la famille sans savoir que derrière, il y a des maladies qui peuvent être contractées. Donc, nous avons tenu à publier ce rapport, mais à attirer aussi l'attention des autorités parce que vous ne pouvez pas faire de votre pays un territoire de non-droit où tout rentre et tout sort sans aucun contrôle. Surtout ce qui rentre, ce qu'on mange, ce que nous mangeons, c'est ça qui est important. Je ne sais pas, la Banque mondiale met des milliards et des milliards dans l'agriculture togolaise. Et on n'est pas capable de produire des poulets sur le plan local pour combler pour la consommation locale. Et les rares personnes qui le font aujourd'hui sont dans une situation difficile à cause de l'importation anarchique et non contrôlée de ces poulets-là. 600 000 tonnes qui arrivent dans le pays. Et c'est énorme. Et beaucoup de gens ont fermé, ont mis fin leur ferme agricole. Ces gens-là qui ravitaient les hôtels, qui ravitaient les marchés, tout ça, aujourd'hui ont fermé à cause de ce circuit d'importation. Et qui sont ceux qui sont derrière ce business de ces poulets impropres à la consommation? Il est important aujourd'hui qu'on le situe. Et au-delà même du poulet, vous savez, le journal Le Guardian, pas togolais, mais anglais, qui est un journal très sérieux, très respecté, a fait une enquête sur 5 ans sur des produits de cosmétiques que nous utilisons, nos femmes, nos sœurs utilisent, et qui viennent de la Chine. Et la conclusion, c'est que ces produits contiennent, c'est-à-dire les Chinois utilisent les résidus de cadavres pour fabriquer ces produits-là. Et ça a été publié dans le journal Le Guardian, même Liberté a repris ça cette semaine. Et des résidus de corps, des gens qui ont été exécutés, donc on prélève sur eux du collagène pour fabriquer ces produits-là. Imaginez ceux qui utilisent les pommades, même les rouges à lèvres, donc vous ne savez pas d'où ça vient. Donc nous devons faire extrêmement attention en Afrique à ne pas être seulement des consommateurs. Aujourd'hui, il y a des maladies qui se développent dont personne ne connaît les origines.
où les gens tombent malades, les gens développent des maladies qu'on n'avait pas avant. Oui, les gens développent du cancer et même de la stérilité. Parce que quand vous avez des produits chimiques dont vous ne connaissez pas l'origine et que vous mettez ça dans vos parties intimes, ne soyez pas surpris demain que vous développez je sais pas, vous n'arrivez pas à concevoir. Excusez-moi. Donc, les gouvernants ont le droit de protéger les citoyens. Et nous, elles ont le devoir, excusez-moi. Et nous, les journalistes, nous avons l'obligation de sensibiliser les gens. On ne dit pas aux gens de ne pas acheter ceci, cela, mais quand vous voulez manger, vous voulez acheter certaines choses, demandez, cherchez à savoir d'où ça vient, quelle est la qualité, d'où vient ce produit et tout ça. Oui, C'est parce qu'on est pauvre. en même temps, excusez-moi, mais en même temps, les autorités doivent nous protéger. Oui. C'est-à-dire que tout ce qui entre dans le pays, les autorités doivent dire que ça c'est propre à la consommation, ça c'est propre à la consommation. C'est pourquoi il y a des barrières, il y a des barrières, il y a des frontières. On était ici quand le tilapia est rentré dans le pays, non? Oui. Et le tilapia il est tombé du ciel. C'est-à-dire que quand vous avez un système où les gens sont des mafieux et ils cherchent par tous les moyens à se faire des sous. Non, excusez-moi, parce que c'est la corruption sur toute la chaîne. Parce que le Togo n'est quand même pas un pays, je dirais, c'est pas un moulin où on rentre, on sort. Non. Vous êtes d'accord avec moi? Ça veut dire que si quelqu'un peut rentrer dans ce pays avec des conteneurs de produits congelés, il y a un système, un cordon douanier, un cordon sanitaire qui vérifie. Mais si on laisse rentrer ces produits impropres à la consommation, c'est que quelque part il y a eu de la corruption. Il y a eu de la corruption. Et donc, c'est de la responsabilité des autorités d'informer régulièrement les citoyens, mais c'est aussi de la responsabilité des journalistes que nous sommes, des acteurs des médias, d'informer les gens et de dire aux gens, faites attention à ce que vous mangez, faites attention à ce que vous consommez, les produits pharmaceutiques qui sont sur le marché. Ah, ça c'est aussi notre problème. Ah oui, oui, pas seulement dans les officines de pharmacie, mais aussi les produits les médicaments de rue. Il y a même actuellement un scandale. Mais ce qui est grave, c'est quand vous allez acheter des produits dans les officines, dans les pharmacies, on vous dit que ce sont des faux. Oui, là aussi il y en a du faux, il y en a du faux. C'est ça qui est plus grave. Oui, il y en a du faux. Donc, nous devons faire extrêmement attention parce que nous mourrons de ce que nous consommons. Bien. Et donc, chaque citoyen à son niveau doit être véritablement vigilant. Bien. Et nous devons travailler à réveiller l'attention. Merci beaucoup, Ferdinand. Samy vient ajouter un mot, mais j'ai un dernier sujet. C'est par rapport aux infrastructures routières. On en parle, le ministre Nissao Niofam nous avait rassuré. C'était le 16 ou le 17 juin dernier que à l'Assemblée, que la fin de l'année, d'ici la fin de l'année, ou seulement à la fin de l'année, on devait avoir les routes, notamment la voie Lomé-Vaughan, enfin, qui devait être... Là, on voit clairement que ça relève de l'utopie. Est-ce que l'abandon des chantiers, puisqu'il y en a maintenant plusieurs, l'abandon des chantiers, est-ce qu'on doit uniquement tirer sur les entreprises qui ont eu ces chantiers, qui en réalité n'ont pas reçu l'argent de la part du gouvernement, qui ont préfinancé les travaux? Est-ce qu'en réalité le gouvernement n'est pas tout aussi responsable de la situation que les révérends vivent aujourd'hui? À bien fait d'abord. On a juste 4 petites minutes. Je crois que dans le dossier où nous parlions du charognard qui naît avec sa mauvaise réputation hier, je crois que c'est très simple parce que je donne un seul exemple. Tout récemment, les gens ont parlé de Colas qui s'est retiré du bâtiment de la route Lomé, à Neho Tabligo. Oui. L'État doit 6 milliards. Ouais, non, c'est mieux que ça. C'est mieux que ça. Moi, j'ai un document où on parle de 92 milliards. Quand la situation est évaluée, quand la situation est évaluée, vous comprenez, parce que c'est toute une conjugaison diplomatique qui a été faite pour que Colas revienne en force dans ce pays. Vous savez le rôle que la France a joué. Je dis bien des entrées qui me disent qu'actuellement, 92 milliards est ce qui menace le trésor togolais par rapport à Colas. Vous comprenez? Ce n'est qu'un... Je crois qu'actuellement les autorités qui gèrent les BTP nous écoutent. Moi je parle sur la base d'un document que je tiens. Je ne suis pas en train d'inventer. Les gens de Colas sont là, ils ne sont pas morts. Les gens les autorités qui gèrent les BTP sont là. L'autre certitude, Colas s'est retiré du chantier parce qu'il y a problème. Donc ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Et
quand c'est vrai, c'est très facile d'accuser les entreprises qui n'ont pas bien fait, machin, que celui-ci. Actuellement, la meilleure que des entreprises que le Togo a pu fabriquer, c'est COBTP. Oui, on en a parlé. Entre-temps, c'est à elle qu'on remettait les chantiers pour donner sous-traiter aux autres. Elle avait les 70 ou 80% des chantiers. Actuellement, il n'était que le bâtiment de la route. Notien, Tong et le pavage dans la zone portière. Deux petits chantiers comme ça qui sont en train de quitter ces mains. Mais finalement, tu vas voir qu'il n'y a aucun entrepreneur sur les chantiers avec cette ronflante, cette ronflante politique des grands chantiers qui a été lancée, tambour battant. On s'est dit, est-ce que ça n'a pas été budgétisé avant que ça commence, ou bien comment les gens font les choses. Et ça n'a pas rapport à ça. Moi, je dis que bon, c'est comme certains sont faits pour les jouer, quoi. Et alors là, il faut qu'ils arrêtent. Abi, merci beaucoup. On a juste 1 minute 30 secondes, Ferdinand. Oui. Oui, c'est l'article qui a été fait aujourd'hui. Oui, si. On fait un plaidoyer pour que l'État règle les factures de ces entreprises, pour que ces entreprises puissent achever les routes. Parce que... La dette intérieure du Togo, là... Oui, mais je crois... C'est terrible. Ouais, Abi vient de parler de Colas, oui. Il y a Saton, il y a Seco BTP à qui l'État doit de l'argent, beaucoup d'argent. C'est vrai que là où il y a eu des problèmes... Ça veut dire qu'en réalité, si aujourd'hui les chantiers sont abandonnés, c'est beaucoup plus de la responsabilité de l'État. L'État ne paie pas aux entreprises, c'est ça. Et l'État doit de l'argent. La route Lomé-Vogan, le serment de l'Union Femme ne tiendra pas. Puisque nous sommes à la fin de l'année, la route n'est pas faite. Elle vient d'être réattribuée aux Chinois. Oui. Et tous ces gens-là, et tous les riverains de ces routes-là, vous savez que le Togo vit de l'informel. L'économie togolaise est jusqu'à 75% informelle. Et donc, c'est au bord des routes que les gens font leur business. Vous avez le boulevard des Armées qui est fermé depuis longtemps. De l'hôpital au niveau de Ranco, qui est fermé. Toutes les boutiques là-bas sont fermées. Vous avez la route de Vogan qui part de Saint-Joe jusqu'au niveau du pont de Kégué. Oui. Toutes les boutiques qui sont là-bas, les gens ne travaillent plus. Mais ces gens doivent payer les impôts, doivent payer les charges, ont du personnel. Et donc, aujourd'hui, il faut que l'État trouve de l'argent à ces entreprises pour terminer ces routes et faciliter la circulation dans la ville. Parce qu'il y a des déviations, nous sommes en fin d'année, les routes sont obstruées, il y a des déviations inimaginables. Je pense que si l'État togolais a pu avoir des moyens pour faire ce qu'ils ont fait là, il faut qu'ils trouvent des moyens pour permettre aux entreprises d'achever les routes, ne serait-ce qu'à Lomé, pour permettre aux gens de circuler. Parfait. Vous avez vu sur le chantier de la route Tung, oui. Tung, un pont a cédé il n'y a pas longtemps. Oui. Empêchant les gens d'aller dans leur village. Tout ça, il faut terminer tout ça. Bon. Et s'il y a des ministres qui ont été incompétents et qu'il y a des techniciens qui n'ont pas fait de bonnes prévisions, il faut virer tous ces gens-là. Bon, d'accord. En tout cas, actuellement, on est dans les pistes rurales. Oui, c'est ça. Comme les routes ont échoué, on est pas dans les pistes rurales. J'espère que là-bas aussi, ça va marcher. Non, ça marchera. Pourquoi vous ne voulez pas que ça marche? Ça marchera. Ce n'est pas un souhait, c'est un constat. Ouais, c'est un constat. C'est pas rapport au passé. Oui, ça marchera. Parce que chaque année dans ce pays, on fait des pistes rurales. Je ne sais pas pourquoi c'est toujours ça qu'on privilégie, les pistes rurales. Parce que les mêmes entreprises, c'est une mafia. Ferdinand, merci beaucoup. Cette information, c'est par rapport à la Gambie de Yaya Jammeh. Vous en parliez tout à l'heure. Il semble qu'il est en train d'être battu aux élections. Chez lui, et qui serait, ou s'apprêterait même à reconnaître ça. C'est ce que nos confrères de RFI il va faire la magie. Viennent donner comme information. Comment? C'est la première fois. Il a inventé le mode de scrutin avec les billes. Donc vous voulez qu'il passe du pouvoir? Non, merci beaucoup Ferdinand Haïté. Je rappelle que vous êtes le patron du journal Alternative. Merci à Abi Alpha, le patron du journal Le Rendez-vous. Malheureusement, Loïc Lawson n'est pas finalement arrivé. Nous, on va cette émission en profiter pour envoyer une pensée à notre confrère Fabrice Petit, qui a inhumé son frère ce matin. Hier, on était à la veille. Oui. Et vraiment une pensée à lui et à sa famille. Que Dieu apaise leur cœur. Et salut à tous les amis du taxi. Et bon week-end. Bon week-end à tout le monde. Merci beaucoup à Jack Prosper qui a assuré la réalisation. J'espère qu'avec ce temps qu'on a brûlé, tu n'as pas eu une panne sèche. Non, il y a le caviar, rassurez-vous. Merci à vous. Appelez-moi Eric Gatton, on se retrouve lundi pour une nouvelle aventure sur la radio. D'ici là, portez-vous bien. Bon week-end.